Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver sur TV Sud pour le journal et dans les titres de ce vendredi 18 novembre. Du foot MHSC-OM, c'est le choc du week-end à la Mosson et Montpellier est favori cette fois-ci face aux géants marseillais. Les pompiers de l'Hérault sont en grève, ils ont manifesté aujourd'hui à Montpellier, ils dénoncent des problèmes chroniques de management. Vous entendrez la réponse du président du Conseil général dans ce journal. Et puis les commerçants de l'Écusson nîmois sont eux toujours mobilisés contre les nuisances récurrentes des travaux. La mairie de Nîmes a proposé aujourd'hui des solutions pour améliorer l'accès au centre-ville à l'approche des fêtes de fin d'année. Enfin sport, encore avec du rugby cette fois, le MHR va défier dimanche les Anglais de Bath pour un second match de H-Cup, des rugbyman en forme, mais conscient que le déplacement sera périlleux. MHSC-OM, c'est donc le choc attendu de ce week-end sportif. C'est du foot, bien sûr. Et cette année, la hiérarchie est bouleversée. Montpellier, second de Ligue 1, est bien favori face à la grosse machine marseillaise. Un statut qu'il va falloir défendre samedi soir à la Mosson. Alors, les footballeurs montpelliérains restent-ils complexés? Élément de réponse avec Olivier Brachard. Sur les pelouses de L1, le MHSC affole les compteurs. Déjà 28 buts cette saison et une seconde place au classement, loin devant Marseille. Alors ce choc face à l'OM, c'est un petit peu le monde à l'envers. Face au Grand Marseille qui remplit les stades et compte de nombreux fans à travers l'Hexagone. Montpellier, pour une fois, un statut de favori à assumer. Je dirais que sur ce genre de match, on n'a rien à perdre, on a tout à gagner. Je crois que c'est le genre de confrontation où, comme je dis aux garçons, c'est les matchs qu'on doit avoir envie de disputer. C'est des grands matchs, c'est des matchs où on doit aller chercher un petit peu la motivation. On sait que Marseille est en train de revenir, on s'y attendait un petit peu au grand galop et ils n'étaient pas à leur place. C'est quand même une équipe qui mérite autre chose. Ça va être une belle soirée. Une soirée plus belle, on l'espère, que lors des 3 rendez-vous de la saison dernière. Montpellier s'est incliné 3 fois contre l'OM, 4-0 au Vélodrome, 2-1 à la Mosson et enfin 1-0 en finale de la Coupe de la Ligue. Un dernier revers qui est resté en travers de la gorge des Montpelliérains. D'ailleurs, lors du match amical de pré-saison face à l'OM, le MHSC avait montré beaucoup d'agressivité. Un peu trop, selon Alou Diarra, dixit le néo-bleu, Olivier Giroud. Alou m'en avait parlé, il avait été assez surpris, mais je lui ai dit qu'il ne se fasse pas de soucis, que ce week-end ça allait être pareil. L'année dernière, on n'a pas gagné contre Marseille, donc avec ce qu'on a montré lors des 3 matchs, je pense qu'il faut s'appuyer là-dessus et il faut garder cette efficacité qui est la nôtre et enfin gagner contre cette équipe, parce que je pense que c'est le moment et qu'on en est capable, on en a les qualités. Toutes les stats jouent en faveur de Montpellier, mais en face, c'est l'OM et son aura exceptionnelle. À l'ombre de ce grand voisin, le MHSC a toujours nourri un complexe d'infériorité. Les pompiers de l'Hérault sont en grève. Ils étaient plus de 200 à manifester dans les rues de Montpellier. Ils dénoncent des problèmes récurrents de management au sein du service départemental d'incendie et de secours. Explication Jean Brun. Les pompiers sont en colère. Ils l'ont fait bruyamment savoir au préfet de l'Hérault toute la journée. Une colère qui a mobilisé environ 200 pompiers du SDIS 34 qui dénoncent l'attitude de leur chef de corps. Mais la colère, c'est par rapport au management de notre directeur. Il a mis en place une autocratie répressive avec chantage, discrimination envers le personnel, harcèlement. C'est ce qu'on dénonce principalement. 2 ans après son arrivée à la tête du service d'incendie et de secours qui dépend du Conseil général, le colonel Riesdorfer a dû gérer une situation complexe, pointée dans un rapport de la Chambre régionale des comptes. Je verrai le colonel. Si sur tel ou tel point on me fait des remarques, je partagerai avec le colonel mon point de vue sur ces remarques. Nous verrons. Je ne dis pas que tout est blanc d'un côté, tout est noir de l'autre. Mais en tout cas, le dialogue devrait permettre de se rétablir et d'aller à l'essentiel, c'est-à-dire un climat apaisé. Après une première réunion avortée et un rendez-vous ce matin chez le préfet, l'intersyndicale est enfin en réunion avec le président du Conseil général à la caserne de Gijan pour tenter de dénouer la situation. Nous suivrons évidemment ce dossier la semaine prochaine. Ils attendaient depuis plusieurs mois une réunion de concertation avec la mairie de Nîmes. Eh bien, ils l'ont eu cet après-midi. Les commerçants de l'Écusson nîmois dénoncent les travaux et les problèmes chroniques de circulation. La ville propose plusieurs mesures pour améliorer l'accès au centre-ville à l'approche des fêtes de fin d'année. Et même si chacun reconnaît des avancées, les inquiétudes demeurent. Je vous propose d'écouter 3 commerçants au micro de Franck Chassagnon et Nicolas Pinchino. Il faut reconnaître qu'il y a quelques avancées. On est surtout sur un effet d'annonce. Et
Je considère aujourd'hui que l'hémorragie est importante au niveau de la ville de Nîmes et qu'on est en train de colmater l'ensemble avec un sparadrap qui n'est pas assez grand. Les avancées, c'est la réouverture du boulevard de la Liberté, qui est un gros point difficile pour les Nîmois aujourd'hui pour accéder en centre-ville. C'est la réouverture de la rue de la République à la circulation comme une pénétrante dans Nîmes, qui était aussi un très gros point noir pour l'accès au centre-ville. C'est des efforts sur les stationnements en termes de gratuité des parkings pour quelques week-ends au mois de décembre, ce qui va faire que nos clients vont pouvoir venir au centre-ville avec plus de plaisir, des animations aussi assez importantes. Enfin, il y a un ensemble de mesures là quand même qui ont été prises qui me semblent concrètes. 3/4 de cette réunion a été basée sur les fêtes de fin d'année, on est bien d'accord. Qu'est-ce qui se passe après ? Donc c'est une question que je vais demander parce que je trouve qu'il nous reste encore beaucoup de mois avant que les travaux soient terminés. Et on reste au centre-ville de Nîmes. Après le trambus, c'est la ligne 2 du tramway qui met en colère l'union des comités de quartier. Cette deuxième ligne prévue initialement sur pneus sera finalement sur rail. Du coup, la sortie du parking souterrain de l'Esplanade est au milieu du tracé. Elle doit donc être déplacée et pour cela, on annonce le sacrifice de plusieurs platanes. Pas question pour les comités de quartier qui ont déposé hier un référé au tribunal administratif. On écoute le président de l'union des comités de quartier de Nîmes. Pourquoi on n'est pas content ? D'abord parce que ça doit couper les 3 arbres qui sont aussi derrière moi, plus les 4 qui étaient déjà là, donc ça fait 7 arbres qu'on ne pourra pas replanter. Ensuite, pourquoi déplacer cette trémie ? Cette trémie, et il est prévu de la déplacer parce qu'au droit doit passer la ligne numéro 2 du transport en commun à site propre. Or, cette ligne, au départ, elle était prévue pour un bus, comme la ligne numéro 1, un bus sur pneus. Donc maintenant, il est prévu un tramway dont les rails ne vont pas passer au même endroit que les pneus, certainement. Donc pourquoi déplacer ça pour qu'un jour, peut-être, on s'aperçoive qu'elle n'est pas au bon endroit ? Deuxièmement, la ligne numéro 2, on nous a dit qu'elle n'était pas prévue avant 10 ans ou 15 ans. Donc on peut attendre 10 ans ou 15 ans avant de déplacer cette trémie. 90 magasins, 4000 emplois et pourtant la zone commerciale Ville Active à Nîmes ne fait plus recette. Concurrencée par une autre zone toute proche, Cap Costière et Carré Sud. Les commerçants de Ville Active se sentent abandonnés, oubliés, notamment en termes d'infrastructures publiques. Franck Chassagnon les a rencontrés. Lorsque l'offre est plus importante que la demande, les commerçants font grise mine. Depuis quelques mois, les commerçants de Ville Active situés sur le périphérique de Nîmes sont inquiets. Chiffre d'affaires en berne, commerçants qui mettent la clé sous la porte ou encore départ de certaines grandes enseignes. Créée en 1988, cette zone commerciale a aujourd'hui du mal à résister à la concurrence. Il faut savoir que Ville Active en 2004 représentait tout de même 250 millions de chiffre d'affaires. Et en 2008, la zone avait quand même perdu 20% de chiffre d'affaires. Donc c'est autant d'emplois en moins, proportionnellement au chiffre d'affaires évidemment. Et ça, on a vu la clientèle se délocaliser pour aller sur Cap Costière et Carré Sud. Une clientèle qui préfère aller où l'herbe est plus verte. Du coup, Decathlon et boulangers qui sont un peu à l'étroit sur Ville Active ont décidé de suivre le mouvement et d'aller s'installer de l'autre côté de l'autoroute à Cap Costière et Carré Sud. Effectivement, le transfert de boulanger Decathlon, parce que ils étaient plus à la maille nécessaire, c'est pas un projet nouveau, c'est un projet qui date d'il y a plus de 10 ans. Aujourd'hui, il est légitime que les commerçants de Ville Active se posent des questions. Le contraire serait pas une attitude responsable. Tant qu'on a au nord et au sud de cette zone les 2 locomotives du bricolage, on risque pas grand-chose. Bon, maintenant, il faut travailler sur la restructuration des bâtiments existants. Aujourd'hui, les commerçants de Ville Active demandent plus de moyens. Ils réclament un réaménagement du rond-point à l'entrée de la zone, trop souvent saturée, plus de transports en commun et surtout plus de considération. Il faut aujourd'hui qu'on trouve des réponses à ce constat et qu'on apporte des choses à notre zone qui méritent largement qu'on la défende. Des enseignes majeures qui quittent la zone dont on ne sait pas par quelles autres enseignes elles vont être remplacées. Ça vous inquiète ? Bien sûr, c'est une inquiétude forte. La ville de Nîmes a décidé de réagir. Une réunion avec les commerçants de Ville Active est d'ores et déjà programmée le 28 novembre prochain à la mairie.
Les viticulteurs gardois tirent la sonnette d'alarme. L'Europe envisage de libéraliser le droit de plantation de la vigne. Après les primes à l'arrachage, c'est un virage à 180 degrés de la politique agricole commune qui risque de créer une nouvelle concurrence et qui va fatalement désorganiser une filière toujours très fragile. Je vous propose d'écouter les réactions à ce sujet du président des Costières de Nîmes et de l'eurodéputé Michel Dantin au micro de Franck Chassagnon. Aujourd'hui, nous sommes contingentés en matière de plantation de vignes en France et de par cette loi ou cette libéralisation qui devrait voir le jour, n'importe qui pourrait planter des vignobles en France, à l'étranger, sans droit de plantation, ce qui aurait pour but de dérégulariser la production, de désorganiser les marchés et surtout d'aller à l'envers de tout ce qui a été fait en matière de qualité, en matière d'efforts de restructuration des vignobles qu'ont fait les viticulteurs français. Aujourd'hui, on voit bien que l'ensemble des produits agricoles ont besoin d'outils de régulation parce que ce ne sont pas des minerais. On ne décrète pas du jour au lendemain qu'on va en exploiter 100 de plus ou 100 de moins. On plante, on sème, on taille et puis on attend la récolte avec tous les aléas climatiques et autres. Donc nous avons besoin de remettre en place des outils de régulation. C'est la bataille du gouvernement français actuellement. C'est la bataille que les parlementaires européens mènent à Bruxelles, où nous réussissons à nous faire entendre par nos collègues. Sur les droits de plantation, par exemple, j'ai obtenu du Parlement européen un vote quasiment unanime pour les réintroduire, mais il faut obtenir aussi un accord des pays. C'est le travail que fait Bruno Le Maire, mais ce travail n'est pas achevé puisque nous n'avons encore pas la majorité requise pour pouvoir remettre en cause cette réglementation. Économie toujours, assurer la promotion des lignes low cost qui desservent l'aéroport de Montpellier. C'est l'objectif d'une association créée il y a un peu plus de 18 mois. Aujourd'hui, c'est l'heure des premiers bilans, l'occasion de se pencher sur le financement de ces campagnes de communication. Explication, regardez. 390 000 passagers générés sur l'aéroport de Montpellier par les lignes low cost. C'est le bilan pour 2011 de l'association de promotion des flux touristiques et économiques. La structure, créée en juillet 2010, gère un budget de 1,5 million d'euros alimenté par les collectivités territoriales et la Chambre de commerce et d'industrie. Elle mène des actions de communication pour faire connaître les destinations low cost qui desservent Montpellier. L'objectif des campagnes marketing pour le secteur du tourisme, c'est d'arriver à allonger la saison qui aujourd'hui, ou pendant longtemps, a été limitée à 2 gros mois et qui parfois même est plus courte suivant la météo, de l'allonger durant idéalement toute l'année et de faire venir des gens qui, sans avoir des lignes directes, ne viendraient pas ici. Seulement voilà, une question se pose. Pourquoi les collectivités locales financent-elles la promotion de lignes low cost de compagnies privées par l'intermédiaire d'une association? Pas le choix, laisse entendre le prestataire si on veut pérenniser ce type de ligne aérienne et développer le tourisme. Si nous voulons faire venir des passagers qui ont une volonté, pour la grande majorité d'entre eux, de venir sur des lignes directes et de les faire venir sur des bassins de touristes que nous n'exploitons pas aujourd'hui, nous sommes obligés de lancer une communication qui permet de faire connaître la destination qui elle-même, une fois que cette destination sera connue, permettra aux compagnies aériennes d'avoir un intérêt économique à développer une ligne sur Montpellier. Et quand la notoriété d'une ligne low cost est suffisante, les budgets pubs sont concentrés sur d'autres destinations ou simplement supprimés. En 2011, l'association a ainsi pu faire l'économie de la moitié de son budget, soit 700 000 €, alors que le nombre de passagers a augmenté de 26%. Reste à savoir si les actions de communication ont fonctionné ou si la notoriété de la destination et la multiplication des lignes a suffi. On revient au sport pour terminer ce journal avec les rugbyman montpelliérains qui se préparent à affronter les Anglais de Bath pour le compte de la 2e journée de H-Cup. Après un match nul surprise samedi dernier face aux champions d'Europe 16 partout qui a fait du bien à l'équipe, on peut s'attendre quand même à un déplacement compliqué ce dimanche. Reportage à l'entraînement, Olivier Brachard. Le MHR respire mieux. La belle performance face aux champions d'Europe en titre a donné une bouffée d'oxygène à un groupe qui cherche son souffle depuis le début de la saison. Le retour des internationaux, François Trinduc et surtout Fulgence Ouedraogo, l'âme et le leader naturel de l'équipe, ont contribué à redonner confiance au MHR. Il ne faut pas, je pense, rester sur cette euphorie. Il faut vite, comme on l'a fait cette semaine, retravailler et puis se dire que ça va être encore plus compliqué parce que c'est à l'extérieur. Mais dans un pays où la culture du rugby est l'affrontement et sur un terrain un peu hostile. Donc pas facile en terre anglaise, surtout que Bath nourrit des regrets en s'inclinant à la dernière minute lors de son premier match de Hatch Cup à Glasgow le week-end dernier. Ils ont quelques internationaux qui viennent d'arriver, là, quelques All Blacks, quelques Anglais, quelques Sud-Africains.
c'est plus frontal, c'est physique. Et ils ont beaucoup d'arguments, quoi. C'est une équipe avec un gros potentiel, je pense. Montpellier aussi a du potentiel, mais n'a peut-être pas l'effectif pour jouer sur les deux tableaux, l'européen et le national. Alors, quelle ambition en Coupe d'Europe? Fabien Galtier joue du Fabien Galtier. Le mieux possible. Le mieux possible. Espérons que derrière ce discours de façade, il y ait un peu plus d'ambition, car cette Coupe d'Europe, c'est quand même la récompense du beau parcours de la saison dernière. Voilà, et on l'a appris hier soir, François Trinduc a décidé de confirmer sa signature au MHR jusqu'en 2014. C'est la fin de ce journal. Vous pouvez retrouver cette édition sur notre site internet tvsud.fr. Prochain rendez-vous avec l'actu lundi 12h30. Le journal sera présenté par Marlène Mec. Passez un excellent week-end sur TV Sud.